Je dirais d'abord que pour répondre à la question de savoir comment faire le bilan, quel est le bilan plutôt de l'indépendance du Mali à ce jour, il faut d'abord se poser la question à savoir qu'était le Mali avant la colonisation. Parce que qui parle d'indépendance parle de dépendance à un moment donné, mais n'oublions pas que le Mali a existé bien avant la colonisation. Alors, se rappeler de cela nous amène à avoir une pensée pour nos aïeux qui ont réussi à vivre en parfaite symbiose dans des empires, dans des royaumes divers, et qui ont cohabité sur des territoires aussi plus vastes que le Mali certainement, mais qui ont embrassé des cultures, des modes de vie, des organisations sociétales, économiques, institutionnelles qui ont parfaitement fonctionné dans le temps. Voyez-vous, durant peut-être 4 siècles durant, il y a eu une invasion coloniale qui a amené à défaire toute cette organisation sociétale, économique, et qui nous a amené à être dans une colonisation où des forces vives africaines, maliennes, ont été déportées en dehors du continent africain et ont participé à des situations qui nous étaient étrangères. Donc, les pères de l'indépendance se sont mobilisés pour réhabiliter le Mali en tant qu'État, en tant que nation. Et cette lutte noble que nous saluons à juste titre nous a valu le 22 septembre 1960 à parvenir à la déclaration de l'indépendance du Mali. Et de ce jour à aujourd'hui, vous nous demandez à faire le bilan. Voyez-vous, pour nous, l'indépendance vise d'abord à ce que l'État malien, la nation malienne existe. Tant dans sa forme régalienne qu'elle existe également dans le concert des nations. Et dans sa forme régalienne, il y a des prérogatives que l'État est supposé plutôt remplir, notamment des questions de défense et de sécurité, des questions économiques, des questions de société, des questions institutionnelles et tout un tas de paramètres qui doivent concourir à ce que la population puisse avoir pleinement confiance aux gouvernants, aux outils de gouvernance et à toute l'ossature institutionnelle qui gère la vie de cette population. Et en retour, l'État a le droit de demander à cette population de contribuer à l'effort collectif pour des causes quelconques que ce soit, mais d'intérêt national. Et en même temps, nous avions besoin d'exister à l'échelle nationale, internationale, comme je l'ai dit, dans le concert des nations. Alors, nos pères de l'indépendance avaient pris une position très claire par rapport à la question internationale, au positionnement du Mali à l'échelle internationale. C'est qu'il s'agissait pour le Mali d'être un pays non aliéné à un bloc que ce soit et qui avait pour vocation de commercer, d'avoir des relations avec tous les États dans le strict respect de ces États-là et bien sûr en considérant les intérêts nationaux. Et cette posture nous a valu au fil des années à ce que nous nous retrouvons dans un bloc, on va dire africain ou de pays non aliénés qui, pour moi, avait tout son sens et qui continue d'ailleurs aujourd'hui encore à être ce que l'État malien prône à travers les autorités de la transition. Voyez-vous, nous nous souvenons encore de l'intervention du ministre des Affaires étrangères qui dit que le Mali est tout à fait disposé à coopérer avec tous ceux qui respectent l'intérêt malien et que cela ne devrait être un blocage spécifique ou quelconque vis-à-vis de n'importe quel autre pays qui voudrait coopérer. Donc le Mali veut faire avec tout le monde. Donc sur le plan diplomatique, pour nous, le bilan est plutôt positif. L'existence du Mali à l'échelle internationale ne souffre d'aucune contestation. Voyez-vous, le Mali fait partie de toutes les, on va dire, les institutions internationales qui, plus ou moins, encadrent le monde ou qui interviennent dans le monde. Je pense en l'occurrence à l'Organisation des Nations Unies, je pense à l'Union africaine, je pense également à la CEDEAO, même si ces derniers temps nous avons connu une certaine difficulté, mais qui fait partie des parcours de toutes les institutions, mais le Mali demeure quand même membre fondateur de cette organisation sous-régionale. Donc sur le plan diplomatique, le Mali existe. Nous avons pesé du poids dans beaucoup de conflits. Et nous arrivons aujourd'hui, plus qu'hier, à faire entendre notre voix parce que justement le monde évolue. Nous sommes en train de quitter cette phase de néocolonialisme où on pouvait nous voir édicter des lignes de conduite spécifiques ou propres à une organisation mondiale ou à un ordre mondial. Aujourd'hui, le Mali arrive à se démarquer de façon plus ou moins appuyée, plus ou moins sereine. Mais il ne faut pas
se voiler la face pour pouvoir justement continuer à peser à l'échelle mondiale, ou en tout cas dans le concert des nations, il faudrait en un premier temps parvenir à ce que à l'intérieur du pays, il y ait un minimum requis. Et ce minimum, il va d'abord de la valorisation des potentiels économiques maliens, que le peuple malien puisse avoir un niveau d'éducation suffisant, lui permettant à la fois de pouvoir faire face, comment vais-je dire, aux impératifs du marché de l'emploi malien et aux impératifs de la concurrence internationale. Puisque le Mali que nous connaissons aujourd'hui et d'ailleurs sur lequel nous devons nous appuyer est un Mali qui est agro-sylvo-pastoral. Et lorsqu'on regarde le type de formation qui nous est dispensé aujourd'hui dans nos instituts de formation ou dans les écoles, dans les universités, il y a un grand décalage entre le nombre de Maliens qui sortent de ces institutions de formation et d'éducation par rapport à ce qui représente l'économie malienne. Donc, je pense que sur le plan éducationnel, il est extrêmement important que nous puissions nous revaloriser, mais en tenant compte des besoins les plus essentiels du marché de l'emploi malien et donc de l'économie malienne qui est à plus de 40% primaire. Par économie primaire, j'entends faire appel justement aux 3 niveaux d'économie qu'on peut avoir, celui primaire, secondaire et tertiaire. Bon, il y en a qui parleront d'un 4e niveau qu'on va, on va occulter ici. Déjà, pour moi, le premier élément de base, c'est à se demander est-ce que notre éducation a répondu à ce besoin-là. Deuxième chose, est-ce que les hommes que nous sommes aujourd'hui incarne réellement le Malien authentique. C'est extrêmement important parce que le Malien authentique, c'est un Malien quand même qui est fondé sur des valeurs ancestrales, le Maya, le Oronya, le Dambé et beaucoup d'autres choses qui nous animaient. Je crois qu'il y a une acculturation prononcée qui sévit au Mali du fait de la globalisation certainement, mais également du fait que à un moment donné, nous n'avons pas pu maintenir justement ce qui aurait pu être un avantage comparatif par rapport à d'autres pays. Mais cela, je pense, reviendra dans nos mœurs, dans nos façons de faire, puisque aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'à l'évidence, on ne peut pas espérer aller de l'avant si seulement si nous nous recentrons sur nos propres valeurs refuges, qui ont inspiré beaucoup de valeurs traditionnelles dans beaucoup de sociétés modernes qui se sont fondées sur nos valeurs traditionnelles afin d'améliorer les leurs et de pouvoir composer la société qui est la leur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en termes de valeurs sociétales, d'organisation sociétale, il y a tout un chemin à faire. Okay. Alors, le point que je m'avais évoqué également en termes de bilan, il est aussi d'ordre institutionnel. Est-ce que les institutions qui ont été bâties par l'État malien des années 1960 à nos jours répondent réellement à aux aspirations profondes du peuple? Est-ce que le Malien lambda dans l'ensemble des territoires maliens se retrouve dans l'ossature institutionnelle? Moi, je pense qu'on peut être amené à se poser des questions sur cela, parce que la démocratie telle que nous la connaissons, telle que nous la décrivons aujourd'hui, elle a connu d'abord 3 périodes de rupture, 3 moments de rupture, mais qu'à cela ne tienne, elle n'a pas réussi malheureusement à impliquer l'essentiel de la population malienne. Et comme élément indicatif, je pense au taux de participation aux différentes élections qui est tout à fait en deçà de ce qu'on peut attendre d'une démocratie qui est supposée ramener tout le monde dans la gestion collective. Mais en réalité, cela s'explique si nous avons importé des constitutions, des institutions sur la base justement de référentiels qui ont été également fondées sur des sociétés avec leurs traditions. On ne peut pas se plaindre que la population qui reste majoritairement en dehors de l'ossature institutionnelle ne se reconnaisse pas dans l'existant. Donc il va falloir que le processus en cours de révision constitutionnelle qui va nous proposer de nouvelles ossatures institutionnelles tâche de pouvoir proposer justement cette formule-là endogène qui permette à ce que les Maliens se sentent pleinement impliqués là-dedans. Il y a également un dernier point sur lequel on ne peut intervenir en termes de bilan sur les années de l'année d'indépendance à nos jours, les 60 années, plus de 60 années d'existence du Mali, sans évoquer ce point, ce qui est un facteur régalien extrêmement important. Il s'agit de nos forces de défense et de sécurité. Voyez-vous, nos forces de défense et de sécurité, des années 60 à nos jours, ils ont fait face à beaucoup de crises. Mais cette fois-ci, la crise à laquelle nous faisons face est une crise qui est la superposition de 4 crises, que je dirais,
Nous avons d'abord une rébellion, nous avons des groupes armés terroristes, nous avons des conflits communautaires et nous avons également des bandes organisées qui font, si vous voulez, toutes sortes de trafics à l'international. Donc le Mali se retrouve pris en tenaille entre ces 4 sortes de crises sécuritaires qui aujourd'hui mettent à rude épreuve nos forces armées de sécurité. Mais voyez-vous, l'ardeur avec laquelle nos forces armées de sécurité font face à ces crises qui sont inédites à travers le monde prouve à suffisance quand même qu'il y a matière à espérer que nous puissions compter sur nos forces de défense et de sécurité. Mais cela implique tout un ensemble de dispositions qui sont aujourd'hui prises mais qui doivent être renforcées. Et ces dispositions ne peuvent être que d'ordre militaire, elles doivent être surtout d'ordre économique et social pour permettre à ce que nos forces de défense et de sécurité puissent parvenir à bout de ces risques que nous rencontrons aujourd'hui et qui vont certainement se muer dans le temps puisque les défis évoluent à travers le temps. Alors, question très pertinente qui amène d'abord à se poser des questions sur les avantages comparatifs de l'économie malienne. Aujourd'hui, nous sommes très certains de pouvoir dire que l'économie malienne est une économie basée sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et tous les secteurs dérivés. Donc, si d'aventure nous devons réussir un bond essentiel, substantiel de notre économie, il va falloir que nous parvenions à valoriser naturellement ce secteur primaire qui est extrêmement important, qui emploie une part de la population très élevée. Donc, cela, aujourd'hui, nous amènerait évidemment à nous poser la question à savoir qu'est-ce qui justifie que ce secteur-là doit être considéré comme un avantage comparatif. Voyez-vous, on nous parle aujourd'hui du barrage de Taoussa, dont le lancement a été fait il n'y a pas très longtemps par le gouvernement de la République du Mali. Nous savons également que nous disposons quand même de terres aménageables en office du Niger de plus d'1 million d'hectares, avec un barrage qui a un potentiel en tout cas agricole exceptionnel à travers l'Afrique de l'Ouest et je dirais même à travers l'Afrique tout court. Donc il va sans se poser plein de questions à ce que nous puissions valoriser l'existant et nous donner des moyens d'aménager le maximum justement de terres agricoles, de terres arables au Mali pour pouvoir justement être le grenier de l'Afrique. Pour moi, pour que nous puissions être considérés dans le concert des nations, il va falloir que nous nous engageons à créer justement les moyens nécessaires pour développer le secteur de l'agriculture avec grand A. Mais également, aujourd'hui, nous assistons plus ou moins à une floraison de ressources minières, en tout cas des découvertes de ressources minières. Nous nous rendons de plus en plus compte du potentiel minier du Mali. Et le fait de pouvoir justement créer des industries autour de ce secteur minier attractif serait une chose qui permettrait aux Maliens d'abord de bénéficier des retombées directes de l'exploitation minière qui, je suis sûr, d'ici quelques années, minière et pétrolière évidemment, d'ici quelques années connaîtrait un bond. Donc pour moi, le secteur tertiaire qui va accompagner tous ces deux secteurs précédemment cités va aussi connaître son essor du moment où c'est des services qui vont accompagner l'ensemble des productions et des industries qui vont être créées dans les deux secteurs. Donc pour le Mali, pour moi en 2035, s'il est bien géré, il n'y a pas de raison que le Mali, en tout cas dans l'espace UEMOA, ne puisse pas rivaliser avec des pays tels que la Côte d'Ivoire, parce que nous avons une superficie arable agricole extrêmement élevée. Nous avons un sous-sol qui est immensement riche et nous avons de quoi développer toutes les industries du monde autour de ces deux niveaux d'activité. Donc, le Mali en 2035, pour moi, ça doit être le pays qui tirera les autres au sein de l'espace UEMOA et même, je dirais, au sein de la CEDEAO où on a des géants de l'Afrique tels que le Nigeria. Peut-être que c'est un peu trop ambitieux, mais cela en demande simplement de la gouvernance éclairée, de la gouvernance vertueuse et que les Maliens, partout où ils se trouvent, que ce soit à l'intérieur du Mali et en dehors du Mali, qui ont les compétences avérées dans des domaines que ce soit, puissent être mis à contribution
pour amener le pays à ce niveau. Et la deuxième des choses, cela ne saurait se faire si les formations ne sont pas adaptées aux besoins futurs et aux besoins réels, et que nous ayons une éducation d'abord professionnelle, une éducation qui ne va pas que nous sortir des universitaires, mais des gens aptes à faire bouger justement l'ensemble de ces industries pour faire du Mali plutôt un hub au niveau de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas au niveau de l'Afrique. Nous restons optimistes. Nous savons que les compétences existent au Mali et en dehors du Mali, des Maliens. Et je sais que très bientôt, tous les yeux seront orientés sur le développement exponentiel que le Mali connaîtra.